En 3 mois seulement, 83 000 vies ont basculé d'un même élan et la région de Mané a changé d'échelle. Dans un territoire jadis marqué par la pauvreté, cette accélération fulgurante questionne les limites habituelles du développement rural et révèle un contraste inattendu entre fragilité passée et capacité de rebond immédiate. Que signifie pour vous une telle rupture lorsque Ibrahim Traoré emporte l'architecture stratégique ? Et si cette trajectoire éclair n'était que le premier signal d'un modèle apte à redessiner l'économie familiale du Burkina Faso ? Ce récit s'engage à dévoiler comment une stratégie agricole conçue pour un territoire meurtri est parvenue à relancer en quelques semaines une autonomie économique que l'on croyait perdue. L'enjeu central est limpide. Offrir un cadre reproductible capable de stabiliser durablement les revenus familiaux au-delà des approches d'aide ponctuelle. Dans la région de Mané, la distribution massive de kits d'élevage ne représente pas seulement un geste matériel, elle constitue une tentative de reconstruire des actifs productifs là où les troupeaux avaient presque disparu. Cette transformation ouvre une question essentielle pour toute personne observant la dynamique rurale du Burkina Faso. Comment un territoire marginalisé peut-il inverser aussi rapidement une trajectoire d'appauvrissement profond ? Les premiers résultats signalent un phénomène plus large qu'une simple relance agricole. Ils suggèrent la possibilité d'un modèle capable d'allier autonomie productive, résilience sociale et émergence d'un tissu économique local structuré. Et si cette dynamique, née dans une zone longtemps négligée, annonçait la forme la plus durable de reconstruction communautaire ? En moins de 3 mois, la région de Mané a vu ses effectifs de volailles et de bétail augmenter plusieurs fois, un résultat que presque personne n'avait anticipé. Ce basculement chiffré, soutenu par plus de 5 milliards de francs CFA d'investissement public, referme la première question ouverte: une communauté appauvrie peut effectivement changer de trajectoire en un temps très court. Sous l'impulsion d'Ibrahim Traoré, cette dynamique n'est ni un hasard ni une simple opération humanitaire. Elle s'appuie sur une architecture précise construite autour de 3 piliers. La restauration d'actifs productifs détruits, notamment des troupeaux décimés après des années d'instabilité, le renforcement de la résilience des ménages les plus vulnérables, puis la création de sources de revenus autonomes permettant de s'affranchir durablement de l'aide extérieure. Dans les villages de Mané, les premiers kits distribués ont immédiatement modifié les pratiques quotidiennes. Recevoir un coq, 3 poules, une quantité suffisante d'aliments et des équipements de base n'a pas représenté une simple dotation. C'était l'équivalent d'un redémarrage économique structuré pour des familles privées de toute marge d'action. La reproduction accélérée de la volaille a rapidement créé des réserves revendables sur les marchés locaux. Les premiers revenus ont servi à consolider les abris, améliorer les habitations ou constituer de petites économies. Parallèlement, les formations techniques, nourrissage, hygiène, prévention sanitaire ont permis d'éviter les pertes fréquentes observées dans les programmes plus fragmentés. Ainsi, la zone a quitté une logique de survie quotidienne pour entrer dans une logique de production maîtrisée. Ce trajet cause à effet se répète dans toute la région. Là où les actifs productifs renaissent, les ménages stabilisent leur sécurité alimentaire. Là où une stabilité apparaît, une capacité d'investissement émerge. Et là où l'investissement s'installe, un tissu économique local commence à se recomposer. Le point crucial devient alors évident: si un territoire autrefois marginalisé peut enclencher une dynamique aussi cohérente, que produirait une réplication à plus grande échelle ? Pour saisir l'ampleur du changement enclenché à Mané, il suffit de suivre le parcours d'un éleveur choisi ici comme fil conducteur. Quelques mois auparavant, il ne possédait plus rien. Son petit troupeau avait disparu, son abri s'effritait et son foyer dépendait presque entièrement de l'aide extérieure. Lorsqu'il a reçu un kit d'élevage complet, il n'a pas seulement obtenu un coq, 3 poules et l'aliment nécessaire. Il a retrouvé un point d'appui économique qu'il n'espérait plus. La reproduction rapide des premières volailles lui a permis, en quelques semaines, de constituer une petite réserve vendue sur le marché local. Ses revenus initiaux ont servi à renforcer son abri, puis à améliorer progressivement son logement, créant un cercle vertueux inattendu. Un second cas observé dans un village voisin confirme la dynamique. Une veuve ayant perdu ses chèvres pendant une période d'instabilité
a relancé son activité grâce au même type de kit. Les premières Miss Misbah ont fourni à la fois du lait pour la consommation familiale et de petits excédents vendus à bas prix, garantissant une source régulière de liquidité. Là encore, l'accompagnement technique, hygiène, prévention, gestion des cycles a réduit les pertes et stabilisé la croissance du cheptel. Dans ces deux trajectoires, une logique commune apparaît. Lorsque les ménages récupèrent un actif reproductif, même minime, ils récupèrent simultanément une marge d'action. Cette marge devient un moteur de décision. Vendre, réinvestir, améliorer l'habitat, sécuriser l'alimentation. Et c'est précisément ce basculement qui redéfinit la question centrale, jusqu'où peut aller une région entière lorsque chaque foyer retrouve ce pouvoir d'agir. Le déclenchement réel de la transformation à Mané survient dès les premières semaines, lorsque les équipes locales commencent à distribuer les kits d'élevage dans les zones les plus fragilisées. Les chargements arrivent tôt le matin. Coqs, poules, chèvres, bovins, porcs ou poissons, selon les besoins identifiés. Chaque foyer reçoit simultanément les animaux, l'aliment et les équipements complémentaires, supprimant la période d'attente qui freine habituellement les programmes agricoles. La mise en route est immédiate. Dès le premier jour, chaque famille peut nourrir, protéger et faire croître son nouveau cheptel. Cette accélération initiale constitue le premier tournant visible, un mouvement qui se répand rapidement d'un village à l'autre. Très vite, le déclencheur s'amplifie. Les premières pontes se multiplient, les poussins apparaissent, les troupeaux regagnent du volume. Les familles qui vivaient dans la contrainte quotidienne découvrent qu'une réserve productive, même modeste, change l'équilibre domestique, quelques œufs de plus, un peu de lait, une possibilité de vente hebdomadaire. Les marchés locaux voient affluer de nouveaux vendeurs et l'atmosphère d'urgence alimentaire commence à se dissiper. Dans les ruelles de Mané, on observe les premiers échanges spontanés de conseils. Comment améliorer la ration? Comment éviter les pertes? Comment organiser un espace de croissance? Cette circulation de savoir crée une dynamique collective que peu d'observateurs avaient anticipée. Puis vient le point culminant du programme. Moins de 3 mois après le lancement, les indicateurs bondissent. Dans la plupart des foyers, le nombre de volailles augmente plusieurs fois, les chèvres produisent suffisamment pour générer un revenu régulier et les vaches laitières assurent une source stable de lait. Les poules pondeuses deviennent un actif commercial dans certains secteurs, alimentant un début de micro-chaîne de valeur. Les familles utilisent les premiers gains pour reconstruire leur maison, renforcer les abris, acheter des équipements plus fiables. Les enfants retournent à l'école, signe tangible d'une amélioration structurelle du quotidien. Le territoire, longtemps marqué par l'instabilité et la privation, bascule dans une phase de récupération accélérée. C'est à ce moment précis que la stratégie portée par Ibrahim Traoré révèle toute sa cohérence. Plus qu'un programme d'élevage, il s'agit d'un modèle visant à rendre chaque foyer autonome dans sa trajectoire économique. Après le sommet, la rémanence s'installe. Contrairement à de nombreuses interventions brèves dont l'effet s'essouffle rapidement, ici la dynamique se prolonge. Les kits distribués deviennent de véritables micro-entreprises familiales. Les villages voisins adoptent les mêmes pratiques, convaincus par les résultats visibles dans les premiers sites. Des zones auparavant incapables de produire plus que leur consommation minimale commencent à dégager des excédents réguliers. Les effets se cumulent, meilleure nutrition, petites économies, capacité d'investissement, stabilité sociale accrue. Le sentiment d'impuissance laisse place à une confiance collective nouvelle, alimentée par la certitude que la pauvreté n'est pas un horizon figé. La région de Mané devient progressivement un symbole d'ascension rapide à l'échelle du Burkina Faso. Cette séquence complète, activation fulgurante, sommet transformateur, puis ancrage durable, illustre une dynamique rarement observée dans des contextes ruraux vulnérables. Elle montre comment un enchaînement d'actions simples mais coordonnées peut déclencher un changement structurel. Et si un programme déclenché à partir d'un kit de base peut produire une telle recomposition, la question désormais ouverte concerne son potentiel d'expansion dans d'autres régions. La trajectoire observée à Mané ne peut être comprise sans revenir à la baseline qui précédait le programme. Avant son lancement, la région présentait un niveau d'appauvrissement marqué. Les troupeaux avaient quasiment disparu, les ménages ne conservaient
plus de noyau reproductif stable et la majorité survivait au jour le jour sans réserve productive. Cette absence d'actifs rendait chaque foyer vulnérable aux variations de prix, aux aléas climatiques et aux ruptures d'approvisionnement. Le territoire fonctionnait dans une logique de court terme, incapable de planifier la moindre croissance. C'est de cette fragilité structurelle que parle l'analyse. Le premier delta mesurable apparaît dans le nombre de bénéficiaires ayant reçu un kit complet d'élevage, environ 83 000 personnes. Ce volume n'est pas un détail statistique, il constitue une masse critique déterminante pour enclencher un mouvement collectif durable. Lorsqu'un programme dépasse le seuil des quelques centaines de ménages et se déploie à grande échelle, il change la nature même de ses effets. Ici, la distribution simultanée a permis de créer une dynamique où les réussites individuelles se renforcent mutuellement. La portée du programme n'est donc pas seulement individuelle, elle devient systémique. Le deuxième delta provient de l'engagement financier initial. Plus de 5 milliards de francs CFA ont été mobilisés pour financer les kits, l'aliment, la logistique et l'assistance technique. Ce montant, inhabituel pour un territoire longtemps négligé, a constitué un levier essentiel. Il a permis de garantir la qualité des intrants, d'assurer une distribution rapide et d'offrir un encadrement technique continu. Ce levier financier modifie profondément la capacité d'un programme à générer une croissance reproductible, car il sécurise les premières phases, souvent critiques, de la relance agricole. Il instaure également une confiance nouvelle. Les ménages comprennent que l'effort s'inscrit dans une stratégie cohérente. Le troisième delta se lit dans l'évolution du cheptel. En moins de 3 mois, les ménages ont vu leurs volailles et leurs animaux reproducteurs se multiplier plusieurs fois grâce à la combinaison d'aliments suffisants, de races sélectionnées et de formations techniques adaptées. Cette accélération n'est pas un simple effet mécanique. Elle modifie immédiatement la sécurité alimentaire locale. Les familles passent d'une dépendance absolue à une capacité de production régulière. Les premières ventes permettent de dégager des revenus stables, parfois modestes, mais suffisants pour enclencher des micro-investissements domestiques. Chaque cycle de reproduction devient un moyen d'accroître la résilience. Ces 3 repères, bénéficiaires, investissement, croissance accélérée, constituent une base quantifiable permettant de distinguer ce programme des interventions classiques centrées sur l'aide ponctuelle. Au lieu de fournir des ressources consommables, le modèle repose sur la création d'actifs reproductifs capables de générer leurs propres effets. Les ménages acquièrent une prévisibilité nouvelle. Ils peuvent estimer les futurs volumes, anticiper les ventes, ajuster leurs dépenses et planifier leurs améliorations. La capacité de projection transforme la posture économique des familles. L'effet qualitatif se mesure lui aussi. À mesure que les pratiques techniques se stabilisent, les pertes diminuent. Les routines d'alimentation, d'hygiène et de gestion sanitaire réduisent les risques. Les marchés locaux gagnent en densité, les petites infrastructures se multiplient et les activités dérivées émergent. Fabrication d'abris, commerce d'aliments, transformation alimentaire. Un écosystème naît, renforçant la durabilité de la production familiale. L'économie locale bascule ainsi d'une logique de survie isolée vers une logique d'interdépendance productive. La cohérence du modèle apparaît alors clairement. Restaurer la base productive, créer un effet d'échelle, puis ancrer une autonomie durable. Les données ne décrivent pas seulement une croissance matérielle, elles révèlent l'installation d'un cadre social et économique propice à une nouvelle phase de prospérité. La première thèse critique avance que l'essor observé à Mané pourrait n'être qu'un phénomène transitoire. Selon cette lecture, les programmes agricoles connaissent souvent un pic initial lié à l'arrivée de ressources neuves, avant de s'essouffler faute d'infrastructures solides, de suivi technique suffisant ou de marchés capables d'absorber les surplus. Les sceptiques redoutent que les ménages ne parviennent pas à maintenir la cadence une fois les aliments initiaux consommés. Il souligne également que certaines initiatives similaires dans le Sahel ont montré un enthousiasme précoce, puis un repli rapide dès que les appuis logistiques faiblissaient. Pour eux, l'augmentation rapide des troupeaux ne constitue pas nécessairement la preuve d'un modèle autonome. La seconde thèse défend au contraire l'idée d'une dynamique structurelle profonde. Selon cette position, la multiplication des volailles et des caprins en quelques semaines ne reflète pas un simple afflux ponctuel, mais l'effet combiné d'une approche intégrée. Animaux adaptés, alimentation suffisante, équipement de base
et formation continue. Dans cette perspective, les ménages, une fois lancés, disposent d'un actif reproductif dont les cycles naturels assurent la pérennité. Les premiers revenus générés, les petites ventes hebdomadaires, renforcent cette autonomie naissante. Le modèle n'aurait donc pas besoin d'une assistance prolongée pour se maintenir. La réponse la plus solide se trouve dans l'examen des données issues de la région. Premièrement, la hausse des effectifs en moins de 3 mois montre un mécanisme reproductif viable, capable de se prolonger au-delà de l'intervention initiale. Deuxièmement, les revenus dégagés ne sont pas immédiatement consommés. Ils sont réinvestis dans des abris, des améliorations d'habitat, l'achat d'aliments ou d'équipements supplémentaires, signe d'une stratégie domestique tournée vers la consolidation. Troisièmement, le modèle se diffuse dans plusieurs villages, preuve que la dynamique n'est pas dépendante d'un facteur isolé, mais repose sur des pratiques transférables. Enfin, la stabilisation alimentaire constatée dans de nombreux foyers confirme que la croissance initiale ne s'épuise pas rapidement. Ainsi, tout en reconnaissant la prudence des sceptiques, les éléments disponibles montrent qu'un socle économique autonome est bel et bien en train de s'installer. Le débat ne se limite plus à savoir si la dynamique tiendra, mais à déterminer comment l'accompagner pour qu'elle devienne irréversible. Un pivot silencieux s'installe. À ce stade, un changement plus profond que la seule croissance des troupeaux commence à se dessiner. Les familles ne se considèrent plus comme bénéficiaires, mais comme actrices centrales de leur propre économie. Cette bascule psychologique marque le véritable point médian du processus et transforme la distribution initiale en dynamique communautaire durable. Dans plusieurs villages de Mané, les ménages organisent eux-mêmes la gestion des ventes, la répartition des tâches et la planification des cycles de reproduction, révélant une appropriation totale du modèle. C'est ici qu'apparaît clairement le rôle structurant d'Ibrahim Traoré. Sa stratégie ne s'est jamais limitée à fournir des animaux, elle visait à réintroduire une logique de maîtrise locale après des années de dépendance à l'aide extérieure. À mesure que les foyers constatent leur propre capacité à produire, vendre et réinvestir, la circulation de la confiance devient un facteur économique à part entière. Les marchés se densifient, les réseaux de vente s'étendent et des zones autrefois considérées comme périphériques acquièrent une importance nouvelle. La révélation centrale se résume ainsi: dès lors que la capacité d'agir revient aux ménages, l'initiative change d'échelle et cesse d'être seulement un programme gouvernemental pour devenir une dynamique capable de transformer un territoire entier. Les premiers effets tangibles du programme apparaissent d'abord au niveau des foyers, où la transformation modifie la structure quotidienne de nombreux ménages. Les familles qui vivaient dans l'incertitude alimentaire disposent désormais d'un revenu régulier issu des œufs, du lait ou des premières ventes de chevreaux et de volailles. Cette stabilité, encore récente mais réelle, change les arbitrages domestiques. Remboursement de dettes, réhabilitation d'habitation, achats scolaires, constitution de petites réserves. L'initiative, inspirée par la stratégie d'Ibrahim Traoré, replace le foyer au centre de la dynamique économique et renforce la capacité d'action des ménages autrefois vulnérables. Du côté de l'économie locale, la restauration de l'élevage agit comme un moteur structurel. Les marchés hebdomadaires gagnent en densité grâce à l'excédent de volailles, de lait et de produits dérivés. De petites activités émergent, vente d'aliments, fabrication d'abris, transformation artisanale. Chaque foyer qui augmente sa production dynamise d'autres acteurs, plus de vendeurs, plus d'acheteurs, plus de flux. Le territoire, longtemps considéré comme périphérique, se reconnecte progressivement aux circuits économiques et régionaux, ouvrant la voie à un tissu marchand plus stable. Sur le plan social, la cohésion communautaire se renforce. La rareté, autrefois source de tension, laisse place à de nouvelles formes de solidarité. Les éleveurs partagent leurs connaissances techniques, les réseaux d'entraide se réactivent et les réussites locales deviennent des repères collectifs. La visibilité de ménages ayant reconstruit leur niveau de vie en quelques mois alimente un sentiment d'avancée commune. L'effet psychologique est déterminant. La pauvreté cesse d'être perçue comme un destin figé et l'idée d'une trajectoire ascendante gagne en crédibilité. Au niveau des territoires, l'impact dépasse le cadre strictement agricole. La relance de l'élevage réactive l'usage des terres, stimule les déplacements commerciaux et encourage la création de petites infrastructures, enclos, points de stockage, espaces de transformation.
Certains villages explorent des collaborations intercommunautaires pour vendre en plus grande quantité. La région, autrefois fragmentée, commence à se structurer autour d'un socle productif partagé. Cette recomposition confirme que le modèle n'est pas une réponse d'urgence, mais un levier capable d'engendrer une dynamique durable. L'ensemble de ces transformations, domestiques, économiques, sociales et territoriales, illustre la portée réelle de la stratégie mise en œuvre sous l'impulsion d'Ibrahim Traoré. Chaque progrès individuel nourrit un progrès collectif et chaque réussite locale contribue à l'émergence d'un écosystème où la production, la circulation et la confiance évoluent conjointement. Si un territoire anciennement marginalisé peut produire une telle chaîne d'effets, la question devient inévitable. Que pourrait provoquer l'extension de ce modèle à plus grande échelle au Burkina Faso ? Le prochain cycle du programme s'ouvre sur 3 trajectoires possibles, chacune dépendant de la manière dont les ménages et les territoires préserveront les acquis obtenus au cours des premiers mois. Dans ce cadre, les scénarios ne sont pas des prédictions, mais des constructions conditionnelles destinées à clarifier les chemins plausibles de consolidation. Si certaines conditions sont réunies, alors certains résultats deviennent envisageables. Si elles ne le sont pas, alors d'autres dynamiques peuvent émerger. Dans un premier scénario, que l'on peut considérer comme un scénario de base d'ancrage progressif, la trajectoire s'esquisse ainsi. Si les ménages maintiennent le rythme observé à Mané, reproduction régulière, vente modeste mais continue, réinvestissement prudent, alors le territoire s'installe dans une autonomie alimentaire plus solide. Les infrastructures de proximité, telles que de petits enclos ou des ateliers de transformation rudimentaires, se multiplient. Les marchés locaux absorbent les surplus, créant une circulation fluide entre production et consommation. L'économie ne connaît pas une expansion spectaculaire, mais un ancrage stable, un socle capable de résister aux variations saisonnières et aux fluctuations de prix. Dans un deuxième scénario, plus optimiste et porté par une croissance cumulative, la perspective change de dimension. Si les excédents deviennent suffisamment importants pour alimenter non seulement les marchés locaux, mais également les circuits régionaux, alors de nouvelles opportunités émergent. Les familles qui ont consolidé leur noyau reproductif peuvent créer de petites unités semi-professionnelles ou rejoindre des coopératives. La diversification se renforce, volailles, produits laitiers, transformation simple. Si cette dynamique attire d'autres localités désireuses de reproduire la méthode, alors une expansion territoriale prend forme et génère un maillage agricole plus dense. Dans ce cas, la croissance devient cumulative et soutenue, car chaque réinvestissement ouvre un nouveau palier de développement. Dans un troisième scénario, plus contraint et marqué par un ralentissement maîtrisé, les risques apparaissent plus nettement. Si les obstacles s'accumulent, saturation des marchés proches, disponibilité insuffisante d'aliments de qualité, formation technique incomplète ou gestion sanitaire fragile, alors les ménages ralentissent la reproduction ou vendent trop tôt, ce qui fragilise la dynamique. La trajectoire reste positive, mais sans véritable extension. Le programme conserve ses acquis initiaux, tout en révélant la nécessité d'un accompagnement renforcé pour éviter un essoufflement prématuré. Ces 3 trajectoires montrent que l'avenir dépend moins du hasard que de la capacité collective à maintenir les cycles productifs et à élargir progressivement l'écosystème local. La question essentielle devient alors: comment chaque territoire choisira-t-il de transformer un socle prometteur en dynamique durable ? Pour celles et ceux qui observent la transformation de Mané depuis l'extérieur, les changements ne résonnent pas de manière uniforme. 3 groupes sociaux, aux trajectoires distinctes, perçoivent cette dynamique sous des angles différents, chacun y trouvant une implication concrète pour son propre horizon. Le premier groupe rassemble les habitants des zones rurales fragiles qui voient dans l'expérience de Mané une démonstration qu'un territoire frappé par l'insécurité économique peut retrouver une capacité d'action autonome. Les récits de ménages passés en quelques mois d'une survie précaire à une production régulière invitent ces communautés à reconsidérer leurs propres ressources, non comme un héritage insuffisant, mais comme un socle mobilisable dès lors qu'un actif reproductif est restauré. Pour ce groupe, la transformation de Mané devient une projection possible de leur propre avenir. Le deuxième groupe concerne les populations urbaines modestes,
particulièrement sensible à la stabilité alimentaire. L'augmentation de la production locale, lorsqu'elle se diffuse, peut réduire la dépendance aux importations et atténuer les fluctuations de prix sur les marchés urbains. Ces évolutions redessinent l'équilibre entre zones rurales productrices et centres urbains consommateurs. Pour beaucoup de foyers, cette perspective représente un élargissement du champ de sécurité économique. Le troisième groupe réunit les jeunes en quête d'opportunités, souvent attirés par des secteurs perçus comme plus modernes. Or, la transformation observée à Manet montre que l'élevage peut générer des activités dérivées attractives: logistique, transformation, formation technique, distribution. Les parcours de petits éleveurs devenus micro-entrepreneurs suggèrent de nouvelles voies professionnelles, où la créativité et l'initiative prennent une place centrale. À travers ces trois regards, une même question émerge. Comment chacun peut-il s'inscrire dans une dynamique qui transforme un territoire en redonnant à ses habitants un pouvoir d'action concret? La prochaine phase du programme nécessite une organisation méthodique pour transformer une réussite locale en système durable. La vision portée par Ibrahim Traoré sert de cadre général, mais son efficacité dépendra surtout de la précision des actions réalisées par chaque niveau: ménages, villages, infrastructures et réseaux locaux. Dans une première étape, consacrée à la consolidation de la base productive, l'action s'organise au plus près des foyers. Les familles stabilisent leur noyau reproductif en appliquant des protocoles simples: rotation des volumes, gestion sanitaire rigoureuse, suivi des pontes ou des mises bas. L'indicateur clé devient la régularité du cheptel, condition première d'une croissance durable. Dans une deuxième étape, la mutualisation au niveau villageois devient le levier principal de progression. Les communautés créent de petites unités collectives: partage d'aliments, abattage artisanal, distribution groupée. Cette mise en commun réduit les coûts, sécurise les ventes et protège les ménages isolés. Elle renforce également la coordination locale, souvent absente dans les programmes fragmentés. Dans une troisième étape, le développement des infrastructures utiles soutient la montée en puissance de la production. Points de stockage, abris améliorés, espaces de transformation, ces installations soutiennent l'augmentation progressive des volumes. Leur pertinence se mesure à leur capacité d'absorber une production croissante sans perte de qualité. Dans une quatrième étape, l'ancrage de la formation continue consolide les acquis techniques. Des modules courts, mobiles et pratiques consolident les compétences techniques: hygiène, prévention, organisation des cycles. La réduction des pertes devient l'indicateur de progrès, car elle conditionne directement la rentabilité. Enfin, dans une cinquième étape, l'extension des réseaux de vente ouvre le territoire vers de nouveaux débouchés. Une fois des excédents stabilisés, les circuits doivent s'élargir vers les zones voisines. Les volumes écoulés, la diversification des acheteurs et la fluidité logistique deviennent les repères d'une montée en échelle réussie. C'est ici que la stratégie d'Ibrahim Traoré trouve sa pleine dimension: transformer une dynamique locale en mouvement interterritorial. En réunissant ces 5 étapes, la transition d'un programme d'urgence vers une économie reproductive solide devient non seulement possible, mais mesurable. L'histoire revient naturellement vers l'éleveur de Manet, ce guide discret dont le parcours résume mieux qu'aucune statistique la transformation du territoire.